Dans cet épisode spécial, je vais juste parler de tout et de rien, mais autour du jeu Atenta 1942, que je vais mettre en arrière-plan pendant que je parle. D'abord, Atenta 1942, c'est un jeu fait par une équipe de l'université Charles de Prague, qui vous plonge dans la Seconde Guerre mondiale du point de vue des civils tchèques. Le jeu vous met dans la peau d'un ou d'une Tchèque, dont les grands-parents étaient de jeunes adultes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et vous allez mener une enquête pour savoir pourquoi, après l'assassinat de Heydrich, votre grand-père se retrouve embarqué par la Gestapo. En fait, cette enquête contient des éléments généralistes sur la réalité de l'Europe occupée, mais également, et je suis sûr que c'est pour ça que vous êtes là, sur la vie des civils dans le protectorat de Bohême-Moravie. Alors, pour faire quelques rappels chronologiques, le protectorat de Bohême-Moravie, c'est une entité créée par les nazis le 16 mars 1939, afin de piller la partie tchèque de la Tchécoslovaquie. Les Slovaques, eux, ont eu droit à avoir un État fantoche qui obéit à Hitler quand même, sauf que là, il n'y a pas besoin de mettre des garnisons, enfin si, mais beaucoup moins. D'ailleurs, au début, j'ai cru que les Slovaques faisaient ça juste parce qu'ils étaient maléfiques, mais vous en doutez bien, l'explication n'étant pas satisfaisante, j'ai cherché un peu, et en fait, c'est juste que Hitler s'est présenté en sauveur, en leur disant « Rejoignez l'Axe, et les Hongrois ne vous annexeront pas une nouvelle fois ». Au début, ça a marché, mais très vite, les Slovaques ont traîné des pieds pour aider les Allemands parce qu'ils voyaient bien qu'ils avaient juste échangé des maîtres hongrois pour des maîtres allemands. Et de manière générale, plus ça avançait, plus les Slovaques haïssaient le dirigeant slovaque de l'époque, Josef Tiso. Mais bon, le jeu tourne autour des Tchèques, mais il y a aussi des Allemands de Bohême ou des Sudètes, des Juifs et des Roms. Bref, le jeu est assez complet niveau de la diversité culturelle dans cette partie de l'Europe centrale à cette époque. Le jeu, c'est une alternance d'entretiens avec des témoins de l'époque, de la consultation de sources comme des lettres, des journaux, des affiches de propagande, des tracts de résistants. Mais il y a aussi des mini-jeux où vous avez un temps limité pour résoudre des énigmes face à des situations probables auxquelles, en tant que civil tchécoslovaque, vous auriez pu être confronté, comme cacher des tracts avant que la Gestapo débarque chez vous, par exemple. Alors je ne vais pas divulgacher le jeu complètement, je vous laisse le découvrir si cela vous dit, cependant il n'est traduit qu'en anglais, en russe et en allemand, et manifestement il est aussi en tchèque. Les présentations étant faites, le contexte. Alors, après les accords de Munich en septembre 1938, le désordre est assez grand dans ce qu'il reste de la Tchécoslovaquie. Le président Edvard Beneš est parti en exil, il y a un gros problème de réfugiés qui fuient les nazis qui ont pris possession des Sudètes, et la Slovaquie qui en profite pour devenir un peu plus autonome. Comme les Allemands veulent récupérer les industries lourdes des Tchèques, ils vont demander à la Slovaquie de déclarer l'indépendance, ce qu'ils font début mars 1939. Alors, pourquoi me direz-vous, les nazis ne cherchent pas à annexer la Slovaquie? Eh bien parce que c'est une région très rurale et sans grand intérêt pour les Allemands, tout simplement. Du coup, cette déclaration d'indépendance slovaque déclenche une super crise à l'intérieur de la Tchécoslovaquie, et Hitler convoque à Berlin le président tchécoslovaque de l'époque, Emil Hácha. Alors, pourquoi il y va? Eh bien, comme les Français et les Anglais sont considérés comme des traîtres après Munich, et qu'ils n'ont plus de forteresse pour se défendre, le gouvernement tchécoslovaque décide de s'entendre avec Hitler pour sauver ce qui peut l'être. Du coup, quand Hitler le convoque, il y va. Et là, Hitler le menace de bombarder Prague s'il ne signe pas un papier actant le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Et le 15 mars, en totale violation des accords de Munich, signés 6 mois plus tôt, les Allemands occupent la Bohême et la Moravie pour en faire un protectorat, et y mettre un gouverneur, Konstantin von Neurath, qui, sans être un enfant de cœur, est plutôt modéré selon les standards des nazis. Et à partir de ce moment-là, Français et Britanniques comprennent que la politique d'apaisement a échoué. Il était temps. Et c'est pour ça qu'ils vont passer un accord défensif avec la Pologne, à partir de ce moment-là. Vous connaissez sûrement la suite, l'Allemagne attaque partout et occupe pratiquement toute l'Europe. Et à partir du milieu de 1941, c'est l'invasion de l'URSS.
Puis en décembre de cette même année, c'est les USA qui rentrent dans le conflit mondial. Nous voici donc en 1942. Alors, du point de vue des nazis, l'année 1942 est importante, car c'est à ce moment qu'ils sont les plus forts. Ils dominent quasiment toute l'Europe, à part les pays neutres et le Royaume-Uni et l'URSS bien sûr, et dans leur esprit, les soviétiques ne peuvent pas les arrêter, car pour eux c'est juste à cause de l'hiver que le front est statique. Mais dès que les beaux jours reviendront, ils pensent finir l'URSS et demander la paix au Royaume-Uni et aux Américains, et pouvoir ainsi façonner l'Europe selon leur bon vouloir. Et c'est pour cela que, à la conférence de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, les nazis mettent en place la solution finale au problème juif. En gros, ils vont se mettre d'accord sur qui est considéré comme juif, que fait-on des juifs qui contribuent à l'effort de guerre, et comment se débarrasser de manière générale de toutes les populations indésirables. Et bien sûr, tout cela doit se faire discrètement, il ne faut pas laisser de preuves. Or, cette conférence est dirigée par un certain Reinhard Heydrich. Alors, comme les biographies, c'est pas mon truc, on va juste dire l'essentiel. Heydrich, c'est le bras droit de Himmler et un chouchou de Hitler. Il a tenté d'entrer dans la marine, mais ça n'a pas duré. Puis il a fait une formation de pilote de chasse pour participer aux batailles, mais c'est nul quoi, il a 0 victoire. Un jour il a réussi à démolir son appareil contre un hangar, et lors de l'invasion de l'URSS, il a réussi le tour de force à se faire abattre derrière les lignes ennemies. Il faudra envoyer un commando de toute urgence pour le récupérer, avant que l'armée rouge ne le capture. Et du coup, après cette mésaventure, et pour ne pas le risquer, Hitler décide de le nommer Reichsprotektor de la Bohême-Moravie. Et aussi parce que von Neurath est jugé trop mou. Et sitôt arrivé, Heydrich arrête le premier ministre tchèque de l'époque, Alois Eliáš. Il fait des milliers d'exécutions en démantelant impitoyablement les réseaux de résistance tchèques, et à côté de ça, il augmente les rations alimentaires des ouvriers et des paysans, lutte contre le marché noir, et permet que des mesures sociales normalement réservées aux Allemands soient disponibles pour les Tchèques. Pas parce qu'il est altruiste, mais parce qu'il veut de la production de nourriture et de matériel de guerre. Bref, il utilise le bâton et la carotte, même si pour le coup le bâton est démesurément plus gros que la carotte. Du coup, à Londres, le gouvernement en exil tchécoslovaque, dirigé par l'ancien président Edvard Beneš, est inquiet, car il a peur que Heydrich se fasse accepter par la population et que ceux-ci renoncent à résister. Il est alors décidé de parachuter un commando en Bohême afin de commettre un attentat contre celui qui est dorénavant surnommé le boucher de Prague. Alors si les 2 membres du commando qui vont effectivement utiliser les armes contre Heydrich sont Jan Kubiš et Józef Gabčík, en réalité il y a 7 membres actifs dans ce commando, sans compter les sympathisants qui vont les aider en les cachant par exemple. Très vite, le commando va découvrir que Heydrich a pris l'habitude de voyager dans une voiture décapotable, car il a tellement pris la confiance qu'il pense que les Tchèques ne s'attaqueront jamais à lui et qu'il n'existe plus de résistants tchèques vivants. Du coup, l'attentat ne se passe pas comme prévu, car la mitrailleuse qui aurait dû servir à tuer le Reichsprotektor s'enraye, et c'est une grenade lancée par Kubiš qui, explosant vers la voiture, blesse Heydrich, mais ne réussit pas à le tuer. Cependant, le 4 juin, à l'hôpital Bulovka, Heydrich, qui se remettait plutôt bien de sa blessure, fait une septicémie foudroyante et meurt. L'hypothèse la plus courante étant que la grenade a fait entrer du crin de cheval dans ses blessures, ce qui a fait comme une infection à retardement. Après la mort de son chouchou, Hitler veut mettre la Bohême à feu et à sang. Et c'est précisément ce qui va se passer avec des milliers d'arrestations, déportations et exécutions. Mais le 10 juin 1942, soit coïncidence de vent avant Oradour-sur-Glane, le village de Lidice, aux alentours de Prague, est détruit et sa population déportée ou massacrée. Et alors que jusque-là il y avait un secret, comme je l'avais dit concernant la conférence de Wannsee, il y avait le secret le plus absolu sur les agissements des SS et des Einsatzgruppen. Radio Berlin annonce très fièrement, cette fois, et très bruyamment, que Heydrich a été vengé car les troupes SS ont détruit le village de Lidice ainsi que ses habitants. Bien sûr, indignation et tollé international dès que les Alliés ont entendu ce que les nazis avaient fait. D'ailleurs, dans pas mal de pays d'Amérique du Sud, des rues, voire des villes ou même un hôpital comme à Caracas sont baptisés Lidice en réponse à la volonté d'Hitler de détruire jusqu'au nom du village martyr.
Enfin, pour conclure cet attentat, que deviennent les membres du commando tchécoslovaque après ce fait d'armes? Eh bien, ils trouvent refuge dans l'église Saint-Cyril et Méthode à Prague, car les Allemands ont mis des contrôles partout, mais ils sont dénoncés et une bataille va s'ensuivre dans l'église. Les Allemands se retrouvent à faire le siège autour de l'édifice, avec 700 hommes comprenant des éléments de la garnison et des SS. Comme vous vous en doutez, les troupes de garnison, c'est loin d'être des troupes d'élite, et les SS sont pas franchement meilleurs. D'ailleurs, petite digression, je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien vers la vidéo du camarade Zoom Histoire, les SS bons à rien ou bons à rien. Bref, les Allemands se font repousser pendant presque 2 heures, alors que le commando, je le rappelle, est composé de 7 membres. À la fin, les Tchécoslovaques se retrouvent dans le sous-sol de l'église, et les Allemands font venir les pompiers afin d'inonder le sous-sol et les noyer. Cet attentat aura plusieurs conséquences. Déjà, les Alliés ne voudront plus éliminer de dignitaires nazis de peur de les transformer en martyrs, et aussi à cause des représailles sur les populations civiles. Alors ça, c'est du point de vue des Tchécoslovaques, mais finalement, comment les nazis perçoivent les Tchèques ? D'abord, comment simplement définir le nazisme et le fascisme en général ? L'historien Roger Griffin a réussi à le dire en 2 mots compliqués, une palingénésie ultranationaliste. Alors, ultranationaliste, je pense que vous devinez ce que cela signifie. C'est une doctrine qui vise à effacer l'individu au profit d'un État-nation fort, et surtout de dire que tout ce qui est étranger est mauvais, à peu de choses près. Et la palingénésie signifie dans ce contexte une renaissance nationale, dans le sens qu'il s'agit de revenir à un âge d'or fantasmé, une période où tout allait bien, bref, on a affaire à une doctrine bien réactionnaire. Et pour le nazisme, il y a en plus une dimension particulière. En effet, il se présente comme une entreprise de régénération de la race germanique, devant mener à une renaissance de l'Allemagne telle qu'elle était à son apogée. Et cet apogée de la civilisation allemande, c'est dans l'Antiquité que les nazis vont le trouver. Pour eux, les Germains d'autrefois ont été un peuple qui n'arrivait pas à s'épanouir dans les forêts de Germanie, et qui sont partis au sud, là où ils auraient fondé des cités grecques, puis Rome. Oui, je sais, c'est pété comme théorie, mais c'est comme ça qu'ils se présentaient. Puis, à cause du métissage, que ce soit avec des peuples barbares ou avec les Juifs, puis avec la christianisation et avec les invasions barbares venues des steppes d'Asie comme les Huns, cet empire romain et les cités grecques se sont effondrés. Du coup, les nazis vont développer une vision quasiment zoologique de ce qu'est le vrai allemand ou le vrai arien, c'est-à-dire la meilleure race du monde, celle qui a apporté le meilleur à l'humanité, un peuple de gens qui se battent pour dominer leur environnement, et les autres races avec lesquelles les ariens sont naturellement en concurrence pour la survie. Et Hitler présente cette lutte des races comme un enjeu qui doit soit permettre la renaissance d'une grande civilisation germanique pour des siècles à venir, soit la destruction de la race aryenne. Bref, les demi-mesures, c'est pas pour les nazis. Et surtout, Hitler va marteler en permanence qu'il y a un grand complot juif qui fait tout pour empêcher l'Allemagne de se développer et qui est responsable de la défaite durant la Première Guerre mondiale. C'est le coup de poignard dans le dos. Du coup, vis-à-vis des peuples slaves en général, les nazis les haïssent pour 2 raisons. Déjà parce que c'est un peuple qui vient des steppes d'Asie, donc inférieur, et qu'ils vont détruire le sang allemand en se mélangeant à eux, et ensuite parce que les Slaves, particulièrement les Russes, ont inventé le communisme qui, entre l'union des travailleurs de tous les pays et la promesse d'une société égalitaire sans classe, fait horreur aux nazis, qui sont inégalitaires car ils considèrent la race aryenne comme supérieure à toutes les autres. Petite précision, pour les nazis, le communisme est une invention des Russes et des Juifs. C'est le fameux judéo-bolchevisme. Alors ça, c'est un truc d'extrême droite de coller ensemble les 2 ennemis perçus, même si c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, par exemple, à notre époque, l'extrême droite aurait plutôt tendance à parler d'islamo-gauchisme, même si, pour le coup, je n'ai pas entendu Kim Jong-un, leader de la Corée du Nord, annoncer avoir fait une alliance avec Daesh ou Al-Qaïda, mais bon. Un autre point, c'est le christianisme. Pour Hitler, c'est une religion créée par un juif pour rendre les Allemands plus dociles. D'ailleurs, les nazis vont tenter de reprendre des traditions païennes nordiques, avec Thor, Odin et tout le panthéon nordique, pour remplacer le christianisme. Le camarade Baptiste de Parlons Histoire avait fait une très bonne vidéo, Hitler a volé Noël, que je vous invite à aller voir, ça illustre bien ce que les nazis cherchaient à faire pour changer les Allemands. Bref, une idéologie comme le nazisme qui part du principe que les races sont inégales,
toutes les idéologies égalitaires sont une abomination, christianisme, communisme, philosophie des Lumières, déclaration des droits de l'homme, bref, voilà, tout ça. Et dans ce contexte de l'Allemagne d'après-guerre, qui a perdu la guerre avec 2 millions de morts pour rien, la chute de la monarchie, des territoires perdus, le traité de Versailles et l'humiliation qui va avec, les difficultés économiques, pour les Allemands de l'époque, ce qu'a raconte Hitler, ça fait du bien à entendre. Et du coup, avec cette mentalité, ils vont chercher à détruire les Slaves d'une manière ou d'une autre, en faisant parfois des explications complètement pétées. Alors, pour justifier le protectorat de Bohême-Moravie, ils vont jouer sur le fait que parmi les Tchèques, certains ont du sang allemand, mais ils ne le savent pas, et il y aura d'ailleurs des vraies commissions raciales pour vérifier le degré de germanité des populations. Des politiques de germanisation vont aussi être mises en place, mais surtout, les Allemands vont dire en boucle que le plus grand roi des Tchèques est Charles IV de Bohême, car il a mis la capitale du Saint-Empire romain germanique à Prague, et il a construit l'université Charles et le pont Charles. Donc pour que les Tchèques puissent être dirigés efficacement, il leur faut un dirigeant allemand, CQFD. Bon, alors en vrai c'est surtout qu'ils peuvent pas être trop durs avec les Tchèques, car les usines de Plzeň, qui vont fournir leurs tanks, avions et autres armes lourdes, eh bien les nazis ont besoin de tout ça, et ils ont aussi besoin des ouvriers qualifiés tchèques qui font tourner ces usines. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que les Tchèques, sous le joug nazi, sont traités différemment des Français occupés. Pour les Français, sauf pour l'Alsace-Moselle qui est annexée, et une bande de terre prévue pour une future colonisation allemande en Lorraine, qui seront annexés au Reich, les Allemands veulent juste piller la France, ils n'ont pas l'intention de tout annexer ou de transformer les Français en Allemands. Pour les Tchèques, c'est différent. Il est prévu, comme je l'ai dit, de les aryaniser et de faire disparaître la culture et la langue tchèque, par la germanisation forcée et par la destruction de tout ce qui peut raviver, de près ou de loin, le sentiment national tchèque. Et donc en réécrivant l'histoire afin de faire accepter la domination allemande. Du coup, maintenant que vous avez une meilleure idée de la manière de penser de l'époque et des nazis en particulier, on va avancer dans le temps et reparler spécifiquement sur la Bohême et la Moravie à la fin de la guerre. Avec cette mentalité de traiter les Tchèques en inférieurs, les avoir exploités pendant des années puis la répression de Heydrich et celle après son attentat, sans surprise, les Tchèques n'ont juste plus aucune pitié, clémence ou sympathie pour les Allemands. Ce qui fait que, à la fin de la guerre, de manière très désordonnée, les Tchèques commencent à expulser, tabasser, voire à tuer les Allemands dans les Sudètes, et le reste de la Bohême et de la Moravie. Alors, si après son retour d'exil, le président Edvard Beneš fera des décrets portant son nom, donnant un cadre légal aux expulsions, par contre, je n'ai pas la réponse à savoir si Beneš voulait le faire de base, ou si les événements lui ont forcé la main. Quoi qu'il en soit, la majeure partie des Allemands des Sudètes se retrouvent en Allemagne ou tués pour les moins chanceux. Une partie significative des maisons, bâtiments, villages se retrouvent à l'abandon et parfois détruits dans ces régions frontalières, particulièrement lorsque le régime communiste installera des barbelés partout autour pour former le rideau de fer. Alors pour conclure, je vais faire un petit moment altéris et envisager ce qui se serait passé si aucune tentative pour éliminer Heydrich par la résistance tchécoslovaque n'avait été faite. Déjà, Beneš n'aurait eu quasiment aucun poids politique auprès des Alliés. Alors dans le pire des cas, les Soviétiques et les Alliés auraient pu très bien traiter la Bohême et la Moravie comme ça a été le cas avec l'Allemagne et l'Autriche, c'est-à-dire en zone d'occupation, et de manière générale, ils auraient pu dès le départ séparer la Tchécoslovaquie en deux. Ensuite, comme les nazis assumèrent que la résistance tchèque était morte et enterrée, il était prévu que Heydrich s'installe en France afin de mater la résistance qui, avec l'apport des communistes après l'invasion de l'URSS et l'unification des réseaux de résistance par Jean Moulin, causait beaucoup de soucis aux Allemands. Et là, je peux dire que, au mieux, il aurait eu un peu d'influence sur la lutte anti-résistance, et les Alliés aurait progressé moins vite lors du débarquement, soit pas eu une grande influence et les choses n'auraient pas tant changé que ça par rapport à notre réalité. Si il n'est pas tombé en disgrâce auprès d'Hitler d'ici la fin de la guerre, il n'aura le choix qu'entre se faire capturer, puis juger à Nuremberg, puis pendu, se suicider, se faire lyncher, ou encore fuir en Amérique du Sud s'il y arrive. Ce qui pourrait faire un bon scénario pour une histoire uchronique d'espionnage d'ailleurs.
Enfin bref, soyons clairs, dès que l'Allemagne a été stoppée à Stalingrad, elle était déjà en train de perdre la guerre et Heydrich n'avait aucune influence sur cet événement. Il n'y a rien qu'il pouvait faire pour inverser le cours des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu. Si vous avez des questions concernant la période ou le jeu, vous pouvez me laisser un commentaire. Et si vous êtes partant pour que je me tape tout le jeu en traduisant tout au fur et à mesure, vous pouvez aussi me le dire. Si vous êtes assez nombreux, je tenterai l'expérience. En attendant, je vous dis à une prochaine fois.